plus ça va, plus j'écoute des gens essayer de vous expliquer la genèse des choses et comment finalement tout ça peut se comprendre, parce qu'après tout, on serait toujours dans la lutte contre le grand Satan, contre ceux qui nous dominent, et puis que bien évidemment, ce sont les petits qui doivent toujours continuer à braver les grands qui tantôt nous ont spolié nos richesses, surtout quand il s'agit d'Afrique, ou tantôt encore nous ont colonisés, voire dans les temps plus anciens, nous ont rappelé esclaves. Bon, et donc je ne peux pas devenir un spécialiste de ça, je veux rester avec ce qui fait mon parcours et ce qui fait mes engagements, la question des droits humains. Et ça me paraît important de rester à ça, et précisément parce que cette journée aussi consacrée toujours avec une figure que nous portons, celle de Camus et la façon dont il a pu aborder toutes ces questions-là, à la fois dans cette double culture dont il était issu, et surtout cet élément de base, voilà, qui consiste à dire jamais on peut servir quelque cause que ce soit si, en conséquence immédiate, c'est la fin qui justifie les moyens, et si des victimes doivent sortir de là. Je vous dis ça parce que quand on regarde bien ce qui se passe ces dernières années sur ces mouvements-là, sur la façon dont ils ont pénétré notamment au continent comme l'Afrique, ils ont joué de plein de rôles. Et ils ont énormément travaillé sur ces questions précisément du fait de dire en coup on répond en coup. Et que la seule façon que nous allons nous les faire, c'est d'attaquer les forts. Et je vous dis ça aussi parce que je pense que fondamentalement, parler du djihadisme et parler d'Afrique, c'est parler globalement du regard quand même, je dirais, à la fois complaisant par moments, mais assez insignifiant que nous avons du continent africain. Parce que si véritablement on avait regardé ce qui se passait sur le continent africain concernant le terrorisme depuis longtemps, peut-être qu'on se serait réveillé. Parce que quelque part, je me rappelle, j'étais avec Malka, nous étions en Afrique du Sud en 2001. C'était quelques jours avant les attentats contre le droit de Saint-Denis. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ce qu'on racontait tout à l'heure notre ami, c'est-à-dire des gens. Alors bien évidemment, là c'était, je dirais, le ciment idéologique qui se bâtissait. Je ne dis pas qu'il y a forcément d'ailleurs une relation entre les deux, mais ça participe au climat global. Il faut que tous ces gens-là d'abord trouvent un ciment idéologique. Et parmi ces éléments qui consistent à mettre en place ce ciment idéologique, il y avait d'abord les moyens très modernes qui avaient été utilisés. C'est ce que disait tout à l'heure M. Afridi, c'est-à-dire que des centaines de groupes de jeunes, un peu partout, au nom de la lutte contre le racisme, et du fait que les gens étaient victimes, avaient été sur des cyber, voilà, et c'était inscrit à travers des moyens de communication modernes, et c'est arrivé comme ça dans des groupes soi-disant spontanés, et qui en réalité s'étaient servis de ces moyens modernes de communication pour pouvoir se retrouver à la Sud. Ensuite, que s'est-il passé à l'Afrique du Sud? On s'est retrouvé avec toute une série de gens qui étaient censés venir là pour parler de tas d'autres choses. Il y avait la question d'abord de l'Afrique elle-même, il suffit de voir cette conférence de séquence pour avoir une réglée, y compris au sein de l'Afrique. Parce qu'historiquement, il y a toujours eu quand même des formes très violentes d'exaction sur le continent africain. D'abord des États eux-mêmes, et le Soudan en est un exemple flagrant, un État entier qui s'en prend à des minorités et qui finit par faire des choses qui peuvent être comparables avec le terrorisme d'État. Et à l'intérieur de l'Afrique, il y avait depuis très longtemps des mouvements anticolonialistes qu'on retrouve un peu partout sur le continent, les FLN, en passant par les mouvements de libération en Afrique australe, et on avait quand même aussi tous ces mouvements qui existaient et qui luttaient contre le colonialisme et qui avaient aussi des méthodes qui, par moments, à bien des égards, ressemblaient à des formes de terrorisme. Eh bien, il y avait, et si j'en reviens à l'Afrique du Sud, on avait donc toutes ces questions qu'on pouvait régler. Il y avait à prévenir les problèmes ethniques que nous avions, il y avait à prévenir la pénétration de la religion, qui d'ailleurs, l'islam, il donnera la lecture la plus radicale, mais nous ne dirons jamais déjà, dès les perdants, comment l'Afrique a toujours été une terre, quasiment un terrain de jeu, aussi bien pour les conquistateurs, aussi bien pour les religieux, qu'il ne l'est pour les gens qui veulent installer des comptoirs pour faire des richesses avec les matières premières. Donc, si vous voulez bien, on a toute une série de questions à régler. Et bien, on a réussi à se faire voler sur le continent notre propre conférence idéologique. Et on s'est retrouvé avec des gens qui ont fait cette conférence contre le racisme, une des plus grandes assises internationales au pays de Mandela, contre
le sionisme dit caché mal son nom, qui est en réalité l'anti-judaïsme primaire. Bon. Donc, si vous voulez, je pense que si on avait regardé un peu plus près ce continent, on aurait vu cela. Qu'aurait-on vu d'autres si on avait regardé de plus près ce continent? Ben, on aurait vu que finalement, tout ce qu'on subit aujourd'hui quand on parle du Mali, etc., mais je veux dire, dans les années 90, déjà au Kenya, il y avait des attaques extrêmement violentes des terroristes. Et que dire de l'Algérie et de ces milliers de personnes qui ont été tuées en Algérie? Bon, et que se passe-t-il d'autre aujourd'hui avec ces mouvements-là, sinon que des rejetons et la queue de comète de ce qu'était le terrorisme en Algérie qui s'est retrouvé dans le désert. Bon, donc si vous voulez, si on avait regardé ce continent-là, si on avait été un peu plus regardant, si on avait cessé de continuer consciemment encore à le mépriser, on aurait vu qu'il y avait là tous les éléments qui étaient réunis pour que ce nouveau terrorisme, dans un monde bipolaire, multipolaire même, puisse, comment il en a fait son socle. D'autant plus qu'on peut rajouter à ça ce que disait Pierre Malka, et qu'on aurait pu bien regarder. La pénétration sur le continent africain, et particulièrement dans cette zone sahélienne, ils l'ont fait énormément à travers les coffres. Depuis des années, et moi je suis dans un pays où le président s'appelle Léopold Sédar Senghor, minorité ethnique catholique, dans un pays à 80% musulmans. Bon, c'était une sorte d'Atatürk à sa façon, parce que réussir à diriger un pays musulman quand on est catholique, ça démontre au moins la grande ouverture qu'est ce pays-là. Eh bien, dans ce pays dont je suis originaire, on voit de plus en plus des écoles coraniques. Dans ce pays qui a été dirigé par un homme qui a été académicien à l'Académie française de Léopold Sédar Senghor, et bien jamais, à cause, bon, bien évidemment, de la déshérence, à cause du développement social, à cause et bien jamais on a vu fleurir autant d'écoles coraniques. Et comme pendant des années, le sort des petites filles en Afrique a souvent été de dire on vous met à l'école coranique parce qu'au moins là, vous êtes un peu à votre place, parce que les gens qui dirigent l'école coranique, moi je suis de culture musulmane, je vois bien comment est-ce qu'ils peuvent se servir de ça pour faire passer toute une série d'idéologies et de remettre des jeunes filles dès leur plus jeune âge à la base, enfin, à leur rang, à leur place, tel que eux le conçoivent, et pas forcément tel que d'ailleurs c'est dit dans l'islam. On voit bien qu'ils sont servis énormément des écoles et que partout en Afrique prospèrent des écoles coraniques, notamment dans cette partie-là. Et que de ces écoles coraniques-là, bien évidemment, on rassure les familles qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école occidentale ou française, et dans ces écoles-là, on voit très bien comment elles se trouvent là, en terreau, fertile, à pouvoir faire des recrutements. Et donc, si on regardait de plus près, une fois de plus, au continent, on aurait vu que tous les ingrédients étaient réunis pour en arriver aux images terribles qu'on a vues encore il y a quelques jours au Kenya avec cette prise d'otage. Et alors, l'élément le plus frappant, ça a été ce qu'on a vu notre souci et moi-même et Alain Désir avec lequel à l'époque, c'est qu'on s'est rendu au Rwanda. Donc d'ailleurs, Diane parle merveilleusement bien dans son livre. Et puis au Rwanda, là aussi, on a vu comment est-ce que, je me rappelle d'ailleurs de quelque chose qui m'a beaucoup frappé, parce que nous, on était un peu avant l'intervention française. Les Tutsis nous avaient fait rentrer parce que beaucoup de cadres avaient fait leurs études en Europe. Et je me rappelle de ce capitaine Tutsi qui nous disait les enfants dans la Ukraine, ils prennent les Hutus et ils vont les massacrer. Ils appellent ça la synagogue. Bon. C'était pour dire comment est-ce que, y compris dès lors qu'on se met en place une idéologie qui va jusqu'à l'éradication de l'autre et qui va jusqu'à vouloir se débarrasser entièrement de toute une population, comment immédiatement la référence en arrive bien évidemment aux judaïstes et bien évidemment on appelle ça la synagogue, et c'est là-dedans qu'on les éradiquait et qu'on les tuait, ce qu'on appelle le génocide tropical. Alors, bien, merci 5 minutes, je vais aller vite pour vous dire que si je ne suis pas un spécialiste du djihadisme, ce dont je suis certain, c'est que le sous-continent africain nous a présenté depuis ces 30 dernières années tous les éléments précurseurs, ce qui s'est fait d'extrêmement grave. Il ne faut jamais oublier que le continent africain, par exemple, après l'Asie, est le continent qui subit le plus d'actes terroristes en termes d'attaque à l'intégrité physique des individus. Il ne faut jamais oublier que c'est là qu'ils ont été jusqu'à vouloir récemment prendre également, et ça vous avez tous suivi au Mali, un pays entier. Et ils étaient à deux doigts d'y arriver. Et je pense que s'il y a quelque chose dont on peut être fier en tant que Français, et parce que j'ai travaillé là-dessus toute une année, parce que j'ai des amis aussi bien
dans le Nord que dans la capitale, que c'est des endroits que je connais bien, pour y traîner, pour y avoir travaillé. Eh bien, je pense qu'on peut être fier de ne pas avoir laissé faire ces conquêtes d'Atli et de leurs alliés.